Oh, excuse-moi, vas-y. Okay, you're good. Alors, bon après-midi tout le monde. Bon retour parmi nous au Forum de Montréal sur la place du Canada dans le monde. Pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous sur Internet, je m'appelle Gabrielle Marleau. Je vais être une de vos maîtres de cérémonie aujourd'hui. Cet après-midi, nous aurons 2 présentations. La première est un panel auquel participeront des jeunes leaders et militants-militantes, tous des Canadiens et Canadiennes qui s'impliquent dans leur communauté de différentes façons. Welcome back. Bon retour, je m'appelle Russell Drummond, co-hôte du Forum Jeunesse à Montréal sur la place du Canada dans le monde. Nous aurons 2 présentations cet après-midi. Tout d'abord, nous allons entendre des leaders émergents dans la jeunesse canadienne et des militants qui représentent déjà le Canada à l'échelle internationale dans toute une variété de domaines. Le deuxième sera une série de rapports rapides qui nous viendront de la part des jeunes qui vont résumer ce qui a été dit, en fait, pendant leur réunion en petits groupes. Nous encourageons les participants en ligne à nous transmettre leurs rapports au cours de cette séance pour que l'on puisse les intégrer à notre séance cet après-midi. Si vous êtes en ligne, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos questions. Alors, vous cliquez sur le bouton « Participation », vous entrez votre courriel et ensuite rédigez votre réponse dans l'espace privé à cet effet et puis cliquez sur « Envoyer » ou envoyez un courriel à forum150@expériencecanada.ca. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter encore une fois Grégory Scholl qui va animer les présentations de cet après-midi. Merci beaucoup. Are you guys having a good time? Alors, est-ce que vous vous amusez, là, tout le monde? Oui? D'accord, c'est bon. J'en apprends beaucoup et je sais qu'au fur et à mesure où la journée avance, vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui nous attend. Demandez d'abord de nous parler un tout petit peu, chacun de leur expérience, rapidement, de leur projet. I'll ask them to talk to you. Je vais leur demander de vous raconter leur propre expérience, leur projet, et ensuite, on va passer à vos questions et puis ils vont répondre à vos questions. Vous êtes d'accord avec ça, oui? Bon, mais très bien. Mélanie Rose Frappier. I'll start with Mélanie Rose Frappier. Mélanie, she's very, very proud of her. Elle est très, très, très fière, en fait, de son héritage francophone, son héritage métis aussi. Elle a une expérience internationale extraordinaire pour une fille si jeune. Elle a participé à un projet de 3 semaines et revient tout juste de Sudbury. Merci. Elle a mis sur pied quelque chose qui s'appelle « It's cool to be healthy ». C'est cool d'être en santé. C'est un programme interactif sur un mode de vie sain et tout ce qu'il vous faut faire pour rester en bonne santé, pour être en bonne santé. Et elle est jeune. Imaginez-vous, à un âge si jeune, être préoccupée par des choses comme ça. Mélanie, alors parle-nous un petit peu de tes projets et de ton expérience. Alors, on l'applaudit, s'il vous plaît. On l'encourage. Annie, bonjour. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Alors, levez la main ceux qui ont une journée magnifique. Et qui ici est prêt d'avoir un impact sur sa communauté, ou sa collectivité plutôt? Et je suis ravie de voir qu'il y a tant de mains levées parce que j'avais exactement votre âge lorsque j'ai décidé de faire une différence dans ma collectivité. Avant de vous expliquer ça, je vais me présenter. Alors, je pense que j'avais une présentation. Ça va? Is there a clicker? Oh, perfect. Alors, mon parcours. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis pas très forte en techno, là. Alors, je m'appelle Mélanie Rose Frappier, j'ai 20 ans et je viens de Sudbury, en Ontario. À l'heure actuelle, je suis étudiante et j'étudie la promotion de la santé à l'université et les études autochtones. J'ai comme objectif de devenir un médecin. Toutefois, qui suis-je en tant que personne, en tant qu'individu? Et ça, c'est la question peut-être la plus difficile à laquelle on peut répondre, parce que personne, en fait, n'est qu'une chose. Tout le monde est complexe. Selon
la culture autochtone. En fait, lorsque vous êtes adolescent, en fait, vous vous posez des questions, vous comprenez vos valeurs, vous pensez à vos rêves, vous avez aussi des valeurs morales. Et vous commencez à comprendre à l'adolescence ce que vous êtes comme personne. Être capable d'identifier qui vous êtes, c'est très important, surtout si vous voulez faire une différence dans votre collectivité, parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura des obstacles, des entraves, et si vous êtes incapable d'identifier qui vous êtes exactement, eh bien, vous aurez des problèmes. Alors, ma question, c'est qui es-tu? Qui êtes-vous? Et qui veux-tu devenir? Alors, je suis ici aujourd'hui, je vais vous parler des services que j'offre à ma collectivité. Pour que vous compreniez bien, je vais commencer dès le départ. Alors, ça a commencé lorsque j'ai été acceptée par l'ambassade américaine pour être une jeune ambassadrice du Canada en 2013. J'ai passé 3 semaines aux États-Unis où j'ai appris comment les jeunes peuvent avoir un impact sur la société. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre sur pied un programme qui s'appelle « C'est cool d'être en santé ». Comme nous le savons tous et toutes, la santé, c'est un gros problème pour les jeunes aujourd'hui. La plupart des jeunes, en fait, ne sortent pas, ils sont sédentaires, ils préfèrent jouer à des jeux vidéo et ne savent pas ce que c'est que mode de vie en santé. Mon programme, C'est cool d'être en santé, se fonde sur la conscientisation pour ce qui est d'un mode de vie sain par le biais de l'activité physique et de la nutrition. Avec ce programme, donc, je l'ai présenté à des écoles et des garderies et j'ai réussi donc à atteindre 1 millier de jeunes avec ce programme. Alors, j'ai commencé ça à Sudbury et j'ai pu en fait remettre des trousses pleines d'informations aux enfants après chaque événement, afin d'atteindre non seulement les enfants et leurs familles, parce que les parents sont responsables de l'activité physique que font les enfants, mais aussi de leur alimentation. Grâce à ce programme, j'ai pu distribuer 250 trousses de ce genre, en fait, sacs comme ça, en juin 2014. Mon programme est aussi devenu international. Pour les 3 dernières années consécutives, je suis allée au Garland Hall en Jamaïque. C'est un orphelinat. De concert avec ma communauté, on a pu en fait offrir des T-shirts, des chaussures, des bijoux et beaucoup d'autres choses utiles pour les enfants. Pendant cette journée, en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec eux et j'ai beaucoup parlé avec eux et j'ai su ce qu'ils voulaient faire pendant l'année. Alors, les filles, par exemple, lorsque j'étais là, donc, elles étaient fascinées par le vernis que j'avais sur les ongles, alors qu'elles ne savaient pas ce que c'était que le maquillage. J'ai donc ajouté ça dans ma trousse. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient des filets de soccer, mais ils n'avaient pas de ballon pour jouer au foot, pour jouer au soccer. Alors, j'ai ajouté ça à ma trousse aussi. Pendant l'année suivante, je me suis assurée d'apporter non seulement les choses essentielles, mais aussi des choses avec lesquelles ils pourraient jouer sur une base quotidienne. Et ça, c'est l'une de mes photos favorites. À ma droite, vous avez la toute première année où j'étais à l'orphelinat Garland Hall. J'ai rencontré cette petite fille et nous avons eu un lien automatique et j'ai passé toute la journée avec elle et avec sa sœur. Et ensuite, à ma gauche, que vous voyez, c'est 3 ans plus tard, en fait, je suis encore avec cette petite fille et nous sommes toujours très proches. Au fil des ans, j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat auprès de plusieurs organisations dans ma collectivité. Ça, c'est le YMCA, où j'apprends aux enfants comment jouer le squash tous les week-ends. J'ai participé aussi au comité consultatif autochtone, où nous étions responsables pour le premier cours en études autochtones auprès de la Commission scolaire catholique en Ontario. Et j'ai été très contente de faire partie de ce tout premier cours au cours de ma dernière année d'école secondaire. J'ai fait partie aussi du comité Terry Fox en tant que coordinatrice avec les médias. Nous avons pu aller chercher 105 000 $ pour la recherche sur le cancer au cours des 3 dernières années. On m'a aussi demandé de parler lors du We Day Toronto en 2014, où on a atteint plusieurs centaines de milliers de jeunes. J'ai expliqué l'importance des services communautaires et du fait qu'il fallait redonner à sa communauté. Finalement, j'ai pu aider en fait les refuges pour les itinérants l'année dernière. Nous avons pu donner plus de 425 articles de vêtements aux refuges pour itinérants. Et j'ai aussi été choisie
parmi 36 jeunes autochtones pour participer au rassemblement de la conférence sur la sagesse autochtone. Et pendant cette conférence, nous avons parlé des luttes et des obstacles auxquels étaient confrontés les jeunes autochtones dans le système d'éducation. Et nous avons mis au point une déclaration et formulé plusieurs recommandations visant à faciliter et à aider les Autochtones qui sont dans le système d'éducation. Il s'agissait de faire de la formation obligatoire pour ce qui est des connaissances dans la culture et l'histoire pour tous les enseignants canadiens, prévoir un programme de cours national pour tous les étudiants autochtones et non autochtones, de fournir aussi des travailleurs en ressources culturelles pour la jeunesse autochtone et la tenue aussi de rassemblements annuels où participeraient en fait les peuples autochtones et d'autres Canadiens. Et en juin, j'ai visité 6 nations. En octobre, je suis rendue à Vancouver, où j'ai parlé à l'Institut Paul Martin. Donc, j'ai pris la parole devant plusieurs enseignants. Et j'ai aussi prononcé des discours à l'Université de Toronto, à l'Université York, où j'ai parlé aux éducateurs quant à l'importance de prévoir un programme de cours sur l'histoire autochtone dans les classes. Alors, vous aurez certainement des obstacles et des obstacles le long du chemin si vous voulez redonner à votre communauté. Bon, moi, j'ai commencé à l'école pour être en santé lorsque j'avais 16 ans. Lorsque je me suis rendue dans la communauté pour aller chercher des contributions, certains ne croyaient pas, en fait, dans mon rêve. Certains disaient que j'étais trop jeune. Et je suis ici pour vous dire que si vous avez un rêve, si vous voulez aider votre communauté, eh bien, convainquez-vous que vous n'êtes jamais trop jeune pour atteindre votre rêve. Ensuite, il y avait la gestion du temps. En tant qu'étudiante, j'avais des devoirs. J'avais beaucoup d'études à faire. Il y en a parmi vous, en fait, qui font du bénévolat et qui travaillent en même temps que leurs études. Il faut vraiment pouvoir gérer vos priorités. Moi, mes priorités, c'était ma famille, l'école et le bénévolat. Et lorsque vous connaissez bien vos priorités, vous pouvez atteindre un équilibre avec votre vie pour que les gens puissent redonner à leur communauté. Ils pensent toujours qu'il faut donner, donner, donner. Mais il ne faut pas oublier qu'il est important de donner à vous-même aussi. Et ça, c'était très difficile pour moi de le comprendre. Et finalement, au fil des ans, j'avais été reconnue pour plusieurs prix, prix de reconnaissance pour mon dévouement vis-à-vis de la société. J'ai été dans les 20 de moins de 20 ans au Canada. J'ai été dans les top 30, en fait, pour les leaders adolescents. J'ai reçu aussi un prix de distinction pour les femmes et j'ai reçu aussi le prix du patrimoine du lieutenant-gouverneur. Bon, les gens ont écouté mon message, mais finalement, je reviens à la question que je vous ai posée au début. Qui êtes-vous? Grâce à mon expérience, je peux maintenant dire que je suis fière d'être francophone et métisse. Et je suis fondatrice, en fait, de ce programme. Je suis une militante et une autochtone. J'ai appris que ma culture, mes connaissances et le service à la communauté, en fait, sont mes priorités. C'est ma famille qui est ma priorité absolue. Toutefois, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qui êtes-vous et qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Parce que vous devez commencer maintenant. Peu importe votre âge, vous pouvez établir de nouveaux objectifs et redéfinir ce que vous pensiez être impossible. Merci beaucoup. Wow. So, you know who you are. We know what you Vous connaissez qui vous êtes et nous, on sait que vous êtes occupé. Ça, c'est sûr. Alors, notre prochaine invité. Il s'agit de Bree et Hayley Hollingsworth. Bree and Hayley Hollingsworth are sisters. You'll find that Elles sont sœurs et vous trouverez la description de qui elles sont et ce qu'elles font dans votre programme. Mais en même temps, c'est intéressant de lire la fin avant de lire le début. Et ça dit que les sœurs canadiennes se consacrent à la création de vêtements durables tout en se dévouant pour partager leur histoire et encourager les jeunes à défendre ce qui leur tient le plus à cœur. C'est leur objectif. Alors, comment elles le réalisent? Eh bien, c'est une histoire extraordinaire. Elles ont fondé quelque chose qui s'appelle Ungali Clothing Company. C'est une compagnie de vêtements écologiques qui veut conscientiser sur la mode écologique et en respectant des normes éthiques. Et ce n'est pas de simples paroles creuses. Alors, je veux les inviter à nous parler de leur mission et de leur philosophie. Je pense qu'il faut qu'elles viennent au micro pour qu'on les entende bien. Alors, on accueille, s'il vous plaît, Bree et Hayley Hollingsworth. Hi, everyone. My name's Hayley Hall. Bon après-midi. Je suis Mary Hollins, ma sœur Bree. Nous sommes les cofondatrices de la compagnie Ungali. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui nous a poussé donc à fonder cette entreprise. Et je vais vous expliquer comment nous avons
commencé donc à fonder ça. Nous venons de Thunder Bay. C'est une toute petite ville dans le nord de l'Ontario. Je suis emballée, en fait, d'être ici à Montréal pour prendre la parole devant vous. C'est aussi très intéressant pour parler de ceci parce que le Québec, en fait, est connu pour son secteur manufacturier. Les vêtements étaient fabriqués ici, ils étaient dessinés ici et vendus partout à travers le Canada. Alors, on a, en fait, ici, on parle de fast fashion et essentiellement, on parle de la mode éclair et l'industrie. Alors, il s'agissait d'envoyer des vêtements, en fait, dans les pays en développement. Alors, ceci semble être quelque chose de formidable de remplir nos placards, en fait, avec ce genre de vêtements. Mais il faut se demander, en fait, ce que ça coûte, en fait, tous ces vêtements qu'on achète. Ça, en fait, il y a beaucoup de violations des droits humains parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans ces manufactures. Alors, on s'est rendu compte que c'était le temps pour nous de fonder cette compagnie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de nous. Angali, donc, c'est une compagnie qui est basée... Angali is a recycled, ethical Canadian clothing company based out of Thunder Bay with a fierce determination to change the way people think about their clothing. So something that people find really shocking when I tell them is that the fashion industry is the second most polluting industry in the world, next only to the oil and gas industry. So the average person throws away approximately 80 pounds of clothing every single year. And this is only possible because of the transition to the fast fashion industry. Fast fashion industry is really the shift within the industry where manufacturing used to be done all within North America. So that translated a price to the consumer, which was fairly expensive for people to buy clothing. And now this shift is seeing manufacturing being outsourced to developing countries where labor is extremely cheap. So these cheap prices for labor are then translating into cheap prices for clothing. The conditions for the people in the developing world are getting worse and worse. So safety standards are being ignored, corners are being cut, and this is allowing clothing to be mass-produced. It's making clothing so that it's almost like a disposable product. So we found out about this incredible fabric that was made out of plastic bottles, and we started researching it, why more people weren't moving in this direction. What we really want people to understand about Angali is that it's more than just a logo or another cool brand. It really is this movement towards people being more aware of the severe and detrimental impacts that the clothing industry is having on people and the environment. So in order to change this, on Gali, we're really focusing on educating people, spreading the word about the problems in this industry, and being really transparent in everything that we do. We do what we do because we really believe in it, and people may think that the impact they make by buying a sustainable t-shirt isn't really that big, but really it's part of this way bigger movement. It's standing up for people, it's standing up for the planet, it's really standing up for change. And it's not a matter of people not caring, because we know that people care about these issues, but it's a matter of people being unaware of them. And that's the fundamental problem, and that's really what needs to change, and that's what Angali is about. Please remember that every piece of clothing is touched by another life, as well as affects the world around you. All right, so... Voici où nous en sommes maintenant. Revenons à comment nous sommes arrivés là. Alors, j'ai commencé à travailler à une usine ou à une manufacture de vêtements. Ma sœur, lorsqu'elle revenait de l'université, l'été, elle travaillait là. Ça, c'est là qu'on a vu, en fait, l'énorme tas d'ordures qui émanent de cette industrie de fabrication des vêtements. Alors, nous savions que d'une certaine façon, nous devions contribuer à changer cela. Alors, ce sur quoi on travaillait, bon, la comptable a essayé de savoir exactement comment on allait procéder. Et elle est arrivée sur le polyester. Alors, le cycle polyester, c'est fait de bouteilles en plastique ou n'importe quel plastique PDT. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que c'est lavé et ça c'est en fait transformé ensuite en fil et c'est tissé dans le tissu et ça se transforme dans un vêtement. Il s'agit de coton recyclé et de coton biologique ou de coton organique. C'est de ça que sont faits nos vêtements. Ensuite, le plus difficile, en fait, c'était de se décider à agir. Alors, un jour,
je suis allée à un magasin de livres et j'ai trouvé un livre qui s'appelait The Name of the Tree. J'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai trouvé que l'histoire correspondait bien donc à notre message. Alors, le nom de l'arbre, c'était Ungarli. Ce qui est très spécial pour ce récit aussi, c'est que c'est ma mère, en fait, qui nous l'a raconté. Et c'est l'une des grosses raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons été appuyés dès le début par nos parents. Ensuite, on a eu une idée pour mettre sur pied une compagnie. On avait le nom de la compagnie. Alors, on avait besoin d'un design pour les T-shirts. On avait besoin d'un logo. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas des artistes. Il a fallu à peu près 1 an pour trouver le bon artiste. Alors, on est allé sur l'Internet, on a demandé à nos amis. Finalement, on est arrivé donc à M. Jordan. C'est lui qui a dessiné tous les logos et aussi les images sur les T-shirts. Il travaille avec nous à ce jour. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte à quel point nous avions besoin de gens vraiment qui comprenaient notre vision, qui voyaient la vision et qui croyaient dans cette vision et qui étaient prêts à travailler avec nous pour le long terme. Alors, à ce stade-ci, Ungarli ne faisait pas beaucoup de profit. Alors, toutes les deux, on continue à travailler comme serveuse chez Pizza Hut. Un jour, en pause, on écoutait la radio et on a entendu un commercial pour ce qui est d'un centre d'innovation qui tenait un programme accéléré. Alors, 15 000 hologrammes, des programmes de mentorat et un espace de bureau aussi pour 3 mois. Alors, essentiellement, ce soir-là, on a fait une demande. Le jour suivant, on a eu une entrevue. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait été accepté et on a laissé notre travail à Pizza Hut. Alors, ce programme, en fait, a transformé Ungarli en compagnie et ont compris que nous pouvions avoir un très gros impact. Finalement, on s'est demandé ce qu'on allait faire avec cette nouvelle compagnie, toute jeune. On a passé le prochain été à conscientiser les gens au sujet de notre marque. On s'est rendu aux marchés locaux. Et autour de Noël, on a décidé d'avoir un kiosque au centre d'achat Thunder Bay. C'est l'une des meilleures décisions qu'on ait prises pour notre jeune compagnie. Seulement les gens qui marchaient, qui s'arrêtaient, en fait, la clientèle de la rue, les gens nous posaient des questions. Et puis, nous avons pu, en fait, vendre. C'était la période de Noël. Ça nous a permis de traverser la première année et d'entamer la deuxième. Alors, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de nous. Les gens de Toronto, Vancouver ont commencé à entendre parler de nous. Et on a eu la chance de recevoir, en fait, un prix pour le leadership durable au Canada. Donc, on a été dans les top 30. On a été très honorés de recevoir ce prix. Et Canadian Geographic Magazine a parlé, en fait, de ce prix. Donc, Shell Canada... Qu'est-ce que c'est, là? Nous avons eu la chance, en fait, de recevoir 5 000 $ de la part d'une entreprise. À ce stade-ci, Ungarli commençait vraiment à croître. Alors, on a dû nous attaquer à certains des défis auxquels on était confrontés. On avait des problèmes avec nos manufactures, en fait, pour ce qui est du salaire minimum, d'envoyer nos affaires aux États-Unis. Et les entreprises canadiennes n'étaient pas assez fiables pour envoyer des choses aux États-Unis. Nous, en fait, on a été capable d'embaucher des designers canadiens, des fabricants de patrons canadiens. On a pu aussi faire nos vêtements par des entreprises canadiennes. On a été très fiers pour ceci. C'est quelque chose qui était très important pour nous dès le départ. Alors, nous voudrions que vous, aujourd'hui, sachiez que si vous mettez sur pied une entreprise, une organisation de bienfaisance, peu importe, les gens auront des conseils. Réfléchissez-y, écoutez les gens, mais restez fidèles à votre vision. Alors, en conclusion, cette industrie, en fait, nous a appris beaucoup de choses. Mais si nous voulons vivre dans un monde plus durable, n'oublions pas qu'en fait, il y a des choses qui coûtent cher. Bon, la raison pour laquelle on a fondé notre compagnie, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est le coût de ces choses-là qui vont faire en sorte que non seulement nous, mais vous, serez prêts à vous battre pour un meilleur avenir et un meilleur monde. Nous espérons, en fait, que nous contribuerons à fabriquer un monde plus radieux pour le Canada. Thank you very much. Merci infiniment, Brie et Haley. Alors, nous en avons déjà beaucoup entendu. Pour être plein, mais on en a encore à entendre. Our next guest is
Nous allons maintenant entendre Antoine Nouvet. Et en données ouvertes. If it sounds serious, it's because it is serious. Antoine teaches, can I say you teach? Antoine enseigne, il est instructeur à l'Institut pour la paix et la réconciliation Auschwitz à New York et fait de la recherche à Ottawa, au SecDev, à la Fondation SecDev. On l'applaudit, s'il vous plaît, puis je lui donne la parole pour expliquer exactement ce qu'il fait. So I'm going to speak. Bien, alors, je vais vous parler de 3 choses aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler de moi. Ensuite, je vais vous parler de vous. Et troisièmement, je vais vous parler de ce que je fais. Ce travail sur la promotion de la paix et le lien avec les nouvelles technologies dans les zones de conflit, c'est ce qui m'anime. Et depuis quelques années, ma passion a été de travailler sur la ligne de front de certains des domaines de conflit qui sont les plus importants aux yeux des Canadiens, à savoir ce qui se passe en Syrie ou certains des problèmes qui sont vécus dans d'autres régions plus proches, à savoir l'Amérique latine notamment. Alors, je vais vous parler à titre de Canadien qui a passé beaucoup de sa vie à l'extérieur du Canada. Et d'ailleurs, je viens tout juste de revenir au Canada il y a 2 semaines. Alors, voilà ma perspective. Alors, je ne vais pas tellement vous parler de moi, je vais vous parler plutôt du travail que je fais et de la raison pour laquelle cela pourrait être intéressant et pertinent pour vous tous. Alors, en résumé, je travaille sur l'empowerment ouvert, open empowerment. C'est le terme que j'aime employer. C'est la responsabilisation ouverte, si vous voulez. C'est au cœur de la révolution numérique que nous vivons tous. Et quand je parle de révolution numérique, je parle de quelque chose de simple qui, pour nous, se passe de commentaires. C'est le fait que nous soyons tous en ligne. Il y a 3 milliards d'habitants sur la Terre qui sont en ligne. Il y a plus de téléphones cellulaires sur Terre qu'il n'y a d'habitants. Combien parmi vous avez un téléphone cellulaire sur vous? Levez la main. Oui. Bon, une forêt de mains se lève. Et qui est en ligne est important également. Les 2 tiers des personnes en ligne ont moins de 35 ans. 35, ça peut vous paraître assez âgé, mais ça devient plus intéressant lorsqu'on commence à comprendre que 50% des personnes en ligne ont moins de 20 ans. Et 80% de cette catégorie-là, de ces jeunes, donc, fréquentent les médias sociaux. Et si vous commencez à faire le total de ces chiffres, Facebook, si c'était un pays, ce serait le 3e pays le plus peuplé au monde. Donc, c'est énormément de gens. Ce sont des chiffres impressionnants. Et c'est intéressant, ça permet aux gens de partager des photos de chats, de leurs chats. Pas tellement intéressant peut-être, des choses amusantes, oui, distrayantes, mais pas finalement tellement profondes ou importantes. Mais ensuite, la réalité intervient. Et c'est ce qu'on doit se rappeler, à savoir 3 milliards de personnes sont en ligne, mais plus de la moitié, les 3/5 de ces personnes, sont dans ce qu'on appelle des milieux fragiles, à savoir des zones à conflit, des parties du monde où il y a très peu de gouvernance, où les gouvernements ne représentent pas, ne sont pas élus de façon démocratique, ne représentent pas la population. Donc, les usagers moyens de ces téléphones cellulaires, eh bien, ce n'est pas une personne qui déambule rue Sainte-Catherine ou qui étudie à l'Université York à Toronto. L'usager moyen, il est plus probable qu'il s'agisse d'une personne énorme et relativement pauvre, Dhaka, Karachi, par exemple, ou dans une zone avec beaucoup de problèmes de criminalité organisée, comme par exemple dans certaines des zones rurales du Guatemala, ou même dans un camp de réfugiés syriens. Ça, c'est l'usager moyen. Ce n'est pas nous, vous et moi, qui sommes l'usager moyen typique. Donc, quand on parle de cet empowerment, de cette responsabilisation ouverte, c'est la révolution qui m'intéresse. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de la Syrie. Lorsque la guerre a éclaté, le nombre de gens qui se servaient de téléphones cellulaires a augmenté de 400 000. Donc, 400 000 personnes se sont adressées à Rogers, Telus ou quelle que soit la compagnie syrienne pour obtenir un forfait cellulaire. Et ça, c'est pendant que 2 millions de personnes fuyaient le pays en tant que réfugiés et 6 millions de pays ont été déplacés à l'interne dans leur propre pays. Alors, pourquoi ce phénomène? Parce que pour les personnes qui vivent dans ces conditions, ces milieux très fragiles, très menaçants, l'accès aux médias sociaux, Facebook, Instagram, etc., tout ce qui leur permet de communiquer est aussi important que l'accès à l'eau ou l'accès à l'alimentation.
Ces personnes doivent savoir, est-ce que je peux sortir de chez moi aujourd'hui? Est-ce que je peux prendre telle ou telle rue? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ma famille est en vie? Et ces questions trouvent réponse par les médias sociaux. C'est là où l'empowerment ouvert et cette explosion de nouvelles technologies devient vraiment pertinent. Et ça devient sérieux. Il y a un autre aspect un peu moins rose, moins doux, si vous voulez. C'est le mauvais usage que certains font de cette responsabilisation ouverte. C'est une arme à double tranchant. On peut s'en servir de façon positive, des mouvements tels que Idle No More, ou des choses qui peuvent se présenter après une élection, comme aux États-Unis, lorsque différentes personnes s'expriment pour ou contre telle et telle chose. Et c'est un mouvement démocratique qui se déclenche. Mais il y a également des cas de groupes violents et de gouvernements qui se servent du milieu en ligne pour intimider leurs concitoyens. J'ai passé passablement de temps au Mexique. C'est pas loin, vous savez. Vous connaissez peut-être ce pays parce que vous y avez passé des vacances. Et Michoacán est un magnifique État avec de belles plages sur la côte ouest du Mexique. C'est absolument magnifique. C'est un lieu de villégiature magnifique. C'est d'ailleurs là où se rendent les papillons canadiens. C'est un lieu touristique beaucoup fréquenté. Si vous allez un peu plus loin, cependant, vous voyez une région qui est complètement déchirée par la violence. J'ai vu des journalistes qui ont peur de mourir, qui dissimulent leur identité simplement parce qu'ils ont partagé une histoire ou une photo sur Facebook. Ils craignent pour leur vie. Et j'ai entendu parler de journalistes qui ne peuvent pas partager cette histoire avec moi parce qu'ils sont justement morts. Et c'est dans ce milieu que la censure commence à s'instaurer en ligne et que les gens ne peuvent pas s'exprimer par les outils qui, pour nous, vont de soi. Et c'est là qu'on commence à voir les usages négatifs de cette révolution numérique. Mais ce n'est pas le volet le plus intéressant. Moi, je veux insister sur la question de savoir comment réagir, quoi faire, comment réagir à cela. Et comment pouvons-nous capter les aspects positifs de cette révolution d'empowerment ouvert sans étouffer ces médias sociaux? C'est-à-dire ne pas étouffer les médias en essayant de bloquer l'aspect négatif aux dépens de l'aspect positif. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent au Canada, sur des dossiers que j'ai connus à l'étranger. Je vois que les pays font beaucoup plus de censure de l'espace en ligne qu'auparavant. Lorsque j'ai commencé à travailler ce dossier il y a quelques années, il y avait 7 pays qui faisaient de la censure activement de l'espace en ligne, qu'il s'agisse d'outils tels que Facebook ou simplement de l'accès offert à des sites Web. Mais maintenant, ce chiffre est de 90. 90 pays font de la censure. Et je crains que nous ne perdions cette opportunité d'un espace ouvert auquel tout le monde a accès pour s'exprimer. Donc maintenant, je passe de moi à vous. Pour moi, ce travail m'a offert beaucoup d'opportunités. J'ai pu me rendre dans plus de 60 pays. Ça m'a permis de parler à des gens super importants chez Google ou à différents présidents d'entreprises. Et je me suis familiarisée avec l'histoire de beaucoup de gens à Karachi, à Michoacán et ailleurs. Et ce, par rapport à toutes les questions que je viens d'évoquer. Et c'est très intéressant. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, en grande partie par un intérêt personnel. J'ai économisé mon argent lorsque je travaillais chez Second Cup au secondaire pour pouvoir me payer une année de voyage en sac à dos à pouce en Amérique latine. Donc, faites une demande pour obtenir une subvention. Si vous travaillez chez Pizza Hut, par exemple, profitez des occasions qui vous sont offertes. Ça vous revient à vous. Il y a un autre aspect. Ces questions sont tellement nouvelles que les leaders qui peuvent les prendre en charge sont des gens qui ont la vingtaine, ou peut-être même pas encore 20 ans, qui sont des adolescents. Ma génération et votre génération, c'est nous qui sommes les protagonistes de tout ce que je viens de vous décrire jusqu'ici. Des personnes beaucoup plus âgées, plus sages, plus influentes, s'adressent à des gens comme moi et vont s'adresser à des gens comme vous pour trouver des réponses à ces questions. Et c'est là où il y a une magnifique opportunité à saisir. Et c'est à vous de décider de combien vous voulez vous impliquer. Et à ce propos, justement, moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est je ne vais pas tellement mettre l'accent sur l'opportunité, mais plutôt sur le risque ou le défi que vous allez vivre, votre génération. Et tout se résume en un seul mot. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez au bout de mon message, c'est l'homophilie. Combien parmi vous connaissez ce mot? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'homophilie?
Moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a 2 ans. Alors, ça ne m'étonnerait pas de savoir que ça vous est un terme inconnu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Homophilie? Eh bien, ce qui se ressemble s'assemble. Habituellement, on aime se tenir avec des gens comme vous. On aime se tenir avec des gens qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui parlent comme vous. Ça, c'est les gens avec lesquels vous travaillez. Ça, c'est les gens dans lesquels vous trouvez vos amis. C'est les gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça n'a rien de nouveau. Cette notion existe depuis très longtemps. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans cette révolution, dans ces changements, il y a des côtés positifs et négatifs, et je vois notre réaction à cette évolution. Eh bien, je constate qu'il est de plus en plus tentant et plus en plus facile de bloquer des gens, d'écarter des gens en nous réfugiant parmi nos semblables dans l'homophilie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment affronter les gens qui ne sont pas comme nous. Par exemple, combien parmi vous ont des comptes Facebook, des pages Facebook? Oui, la plupart. Et combien parmi vous sont tannés un petit peu par toutes les mauvaises nouvelles qu'on vous envoie constamment sur Facebook? C'est des histoires qui sont partagées partout de Syrie, des États-Unis. Combien parmi vous sont saturés? Vous en avez marre de voir sur votre mur Facebook des mauvaises nouvelles, des nouvelles tristes? Bon, la moitié à peu près. Et combien parmi vous avez déjà défriendé un ami que vous n'aimez pas parce qu'il est tannant? Oui, la plupart d'entre vous, vous l'avez expulsé. Donc, c'est simple, mais c'est un exemple relativement bénin. Ça devient relativement plus sérieux. Il est tellement facile de bloquer des gens et de leur retirer le statut d'ami parce qu'ils n'ont pas le même avis que nous. Il y a d'abord la censure d'État qui est de plus en plus répandue. Les gouvernements décident du contenu qui sera affiché en ligne. Et ça, c'est un débat dans lequel on doit s'engager beaucoup plus ouvertement, nous tous, surtout vous, les membres de votre génération. Ensuite, les plateformes vous permettent de faire de plus en plus de censure. Depuis la montée d'ISIS, Daesh, au Moyen-Orient et les élections aux États-Unis, des plateformes telles que Twitter vous permettent de filtrer des mots qui vous dérangent, qui vous gênent. Alors, vous pouvez commencer à créer une espèce de monde, de milieu idéalisé. Et c'est facile à créer. Et ensuite, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart de vos plateformes des médias sociaux sont dirigées par des algorithmes. Essentiellement, les ordinateurs décident des amis avec lesquels vous avez plus de contacts et quel contenu vous aimez recevoir. Donc, ces algorithmes essaient de prédire le contenu qui vous plaira le plus. Ça semble agréable. Simplement, ça augmente, ça exacerbe l'homophilie où vous ne voyez que ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir. Et le problème avec cela, c'est que vous allez avoir des situations de choses très graves, Brexit ou une élection américaine qui prend tout le monde au dépourvu de part et d'autre du débat. Pourquoi? Parce que ces gens, en amont, n'ont pas vraiment mené de débat avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est un petit exemple d'événements qui vont nous prendre de court de plus en plus parce que nous n'aurons pas embarqué dans le débat. Et je pense que cela vous incombe, à vous et à moi, à votre génération, à la mienne, de ne pas créer cette espèce de forteresse, Canada en tant que forteresse, où on essaye d'éliminer, d'écarter les mauvaises nouvelles, on ne veut pas regarder les images tristes, on ne veut pas entendre parler de choses négatives en provenance de la Syrie, du Mexique et ailleurs. Il nous faut plutôt nous impliquer dans un débat beaucoup plus ouvert, même avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ce que je fais et voilà pourquoi je pense que c'est important pour vous. Merci infiniment, Antoine. We got one more person. Nous allons encore entendre un dernier panéliste. Est-ce que vous ne trouvez pas tout cela absolument fascinant, entre parenthèses? Bon, vous ne trouvez pas ça fascinant, là? Je ne vous entends pas. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, on va maintenant inviter Sadia Rafiquddin, la dernière, et on va lui demander d'être extrêmement intéressante. Elle vient du Pakistan. Elle est originaire du Pakistan. Ses parents étaient réfugiés, ont déménagé dans les années en 90. Elle est journaliste, photographe à la Pige et elle a couvert toutes sortes de sujets à l'international et au Canada et elle travaille dans différentes initiatives de médias mixtes, films, photographie, radio. Elle veut créer des expositions nationales pour permettre l'amélioration des relations entre les personnes autochtones et non autochtones dans un processus, un contexte de réconciliation. Elle travaille
pour les droits de l'homme. Elle est comme une Martin Luther King moderne. Alors, accueillons chaleureusement Sadia Rafikuddin. No pressure, Martin Luther King. Voilà, vous me comparez à Martin Luther King. Je ne ressens aucune pression. Alors, bon après-midi. Je m'appelle Sadia et je suis militante pour les droits de la personne et je suis journaliste. Et je suis ici pour vous parler parce qu'il y a de nombreuses années, j'étais assise à votre place. Et à l'époque, j'avais une définition tout à fait autre de ce qu'est le Canada. Ma définition, entre-temps, a évolué en raison de toutes les expériences que j'ai vécues à l'étranger. Donc, à vous tous qui êtes assis ici aujourd'hui, je peux vous dire que le Canada, ça peut avoir beaucoup de sens différents. Lorsque j'étais petite, comme vous le savez, je suis venue au Canada en tant que réfugiée avec mes parents. Nous fuyions la persécution au Pakistan et nous sommes arrivés ici. Nous nous sommes installés à Mississauga, en Ontario, qui est en Ontario, comme je viens de l'expliquer. Et j'ai vécu là dans un milieu assez protégé. Je n'ai pas vu là la violence dont j'avais été témoin pendant mon enfance au Pakistan et je n'ai pas perçu ou vu cette persécution manifeste que j'avais vue au Pakistan, mais j'ai vu d'autres choses et je veux vous en parler aujourd'hui. J'ai remarqué notamment que mon père a eu beaucoup de difficultés à se trouver un emploi et ma mère, finalement, a ouvert un CPE à la maison, une garderie à la maison pour subvenir à nos besoins, moi et mes frères et sœurs qui sont nés au Canada. Il leur a été difficile d'apprendre et de bien parler l'anglais. Et j'ai appris également que les opportunités se présentaient à mes parents, pas pour des raisons de mérite, mais plutôt en raison de ce que mes parents étaient en tant que personnes humaines, non pas en raison de leur appartenance à telle ou telle religion ou communauté, comme cela avait été le cas au Pakistan. Donc, il y avait du bon, mais en même temps, il y avait énormément de défis. Et en vieillissant, j'ai décidé que je voulais faire ce que je pouvais pour améliorer le monde, pour corriger certains des défauts que j'avais vus lorsque j'étais enfant. Et je voulais veiller à ce que tout réfugié arrivant au Canada avait l'occasion de devenir ce qu'il ou elle voulait être et de pleinement s'épanouir et se réaliser. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études. Et à l'époque, ma famille voulait que je me marie et que j'aie des enfants. Et j'ai décidé que non, ce n'était pas ma voie. Donc, j'ai obtenu une bourse pour faire des études à l'Université de Toronto, ce qui m'a permis de faire ce que je voulais faire pendant l'été. Et ceci a complètement changé ma façon de voir les choses quant à la façon dont le Canada percevait le monde et dont le monde percevait le Canada. Lorsque je suis allée en Afrique du Sud, mes amis voyaient le Canada comme un pays où peu importe votre race, cela n'influait pas sur les écoles que vous pouviez fréquenter ou les jobs que vous pouviez obtenir. Et mes amis kenyans pouvaient venir au Canada et décider de s'ils allaient vivre en tant qu'homosexuels ouvertement. Et j'ai constaté que mes amis qui peuvent être ce qu'ils veulent être, vivre comme ils veulent vivre au Canada, peuvent explorer toutes leurs opportunités et pleinement explorer, réaliser leurs rêves. Mais ce n'est pas forcément ce Canada-là qui existe pour une jeune personne autochtone qui grandit dans une petite communauté éloignée. Ce Canada n'offre pas les mêmes chances à tout le monde. Et j'ai compris que je voulais faire partie du processus de la création d'un Canada qui soit plus égalitaire. Alors, je suis ici pour vous aider à réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez devenir. Il y a tellement de façons d'intervenir et de vous mobiliser. Vous pouvez devenir bénévole, vous pouvez vous engager dans des conversations difficiles, vous pouvez voyager, vous pouvez envisager à ouvrir un commerce, une entreprise pendant l'été. Donc, réfléchissez à qui vous êtes et à ce que vous voulez devenir et à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie, Sadia. Alors, voilà 4 histoires très, très intéressantes qui nous ont été présentées par 5 jeunes personnes. Je pense que nous ne savons pas votre âge. Vous avez 20 ans, vous avez quoi, 23, 25 ans? Antoine a 14 ans, OK? Hein? Et une belle maturité pour un petit gars de 14 ans. Et Sadia n'a que 11 ans. Non, non, non. Je fais des farces, bien sûr, mais il s'agit de 5 jeunes personnes dont vous avez entendu les histoires. J'espère que ça vous a inspiré. Vous cherchez. But I'd like to turn to you now. And I'd like to... Maintenant, je m'adresse à vous.
vous avez certainement au moins une réaction, une remarque ou, mieux encore, une question ou des questions, un grand nombre de questions à poser à nos invités. Alors, je vais faire le tour. Je vais y aller moi-même avec le micro. Tout ira bien. Oui, jeune homme, vous appelez comment? Jonas Rackenberg. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bonjour, je viens d'Ottawa, en Ontario. Et j'ai une question pour Monsieur Nouvet. Vous avez parlé de la censure de la part de régimes qui oppriment leur peuple. Comment pensez-vous que les gouvernements et comment la communauté, la collectivité internationale peut décourager certains gouvernements de faire une censure? Pourriez-vous répéter comment la collectivité internationale peut-elle se rallier pour convaincre les régimes de ne pas entraver l'expression libre et ouverte de leurs citoyens? Voilà, question sérieuse pour un gars sérieux. Allez-y. Non, peut-être que je vais commencer par faire la liste de questions. C'est pas qu'on veut éviter la vôtre, mais on veut en rassembler plusieurs. Après quoi, on ira avec les réponses. Votre nom? Tony, une question pour Sadia. Est-ce que vous pensez que le fait que vous êtes issu d'une famille de réfugiés a influencé votre perception du monde et votre expérience? D'accord, je vais vous permettre de réfléchir là-dessus. Oui, monsieur? Monsieur qui sourit, c'est quoi votre prénom? Jay. Alors, c'est quoi votre question? Pour ce qui est des sœurs d'Ongali, vous avez dit qu'il a fallu 1 an pour vous pour trouver le bon artiste pour créer votre logo. Ça, c'est long, n'est-ce pas? Alors, tout ce processus de création d'entreprise, j'aimerais savoir combien cela a pris en tout et qu'est-ce qui vous a incité à travailler si dur et à ne pas décrocher, à ne pas lâcher. Très bien. On va commencer avec ces 3 questions. On vous reviendra par la suite. OK. Vous voulez commencer, Antoine? Je pense que je vous dirais surtout que il ne s'agit pas de convaincre les gouvernements autoritaires de ne pas faire de censure. C'est plutôt ce que nous ne devrions pas faire. Alors, supposons qu'il y ait des gouvernements qui soient en faveur de l'ouverture en termes de gouvernement et de gouvernance et d'Internet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire aux autres que vous ne voulez pas qu'eux fassent vis-à-vis de vous. Il s'agit plutôt de voir comment est-ce qu'on peut obliger les gouvernements à ne pas faire de censure de leur environnement Internet, mais d'agir plutôt de façon ouverte ou transparente. Comment est-ce qu'on peut les convaincre de le faire si nous-mêmes, on ne le fait pas? Si nous-mêmes, on censure ce qu'on accepte sur Internet. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir à notre propre attitude vis-à-vis de la censure, parce que nous agissons un tout petit peu comme ces gouvernements mauvais, entre guillemets. Et là, il est plus difficile d'essayer de convaincre des gouvernements si on ne peut pas se convaincre nous-mêmes. Vous êtes content? Oui, il est content de la réponse. Parfait. Let's go to the... Merci, Antoine. Maintenant, on passe à la question que la jeune fille avait pour vous, Sadia. Ça va? On vous entend bien. Alors, étant donné que j'étais une réfugiée, ça m'a permis de mieux comprendre les possibilités qui existent au Canada, mais aussi les choses qui n'existent pas au Canada. Même si je suis extrêmement reconnaissante de toutes les opportunités que le Canada m'a offertes, ça m'a fait me rendre compte qu'il fallait que j'en fasse plus. Je ne sais pas comment ça aurait fonctionné si je n'avais pas été réfugiée. Mais le fait d'être arrivée ici en tant que réfugiée à l'âge de 5 ans m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille plus loin, que je travaille beaucoup plus fort, qu'il fallait que j'ai 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Il fallait en fait que je m'occupe de mes frères et sœurs pour que ma mère puisse en fait aller travailler à son tour pour mettre de la nourriture sur la table. Bon, maintenant, je vois ce qui se passe ici. Vous avez entendu parler de 25 000 réfugiés qui ont été acceptés au pays. C'est une énorme réalisation. Nous sommes des leaders du monde pour ce qui est de donner exemple au reste du monde. Mais 25 000 réfugiés, Antoine a parlé de millions de gens qui fuient le pays à l'heure actuelle. C'est un tout petit nombre, en fin de compte. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Et pour ce qui est de la façon dont ce pays m'a influencé, eh bien, moi, je pense que je peux continuer à défendre ce que je défends parce que j'ai cette compréhension. Vous avez été inspiré par vos amis aussi. Bon, ma mère, c'est ma plus grande inspiration dans la vie. Et bonjour, maman, si tu me regardes. Ce que j'ai vu en elle, c'était quelqu'un qui était prêt à travailler vraiment, vraiment très fort. Alors, lorsque j'entends des mots qui viennent de l'administration américaine actuelle ou
des propos qui viennent d'autres gens. Quelquefois, donc, je vais rencontrer des gens comme ça qui vont dire, bon, les immigrants, les réfugiés, alors, il faut qu'ils travaillent très, très fort. Oui, ils travaillent très fort, les immigrants, les réfugiés, mais quelquefois, les obstacles sont trop gros. Vous avez un nom comme Sadia Rafikatine, quelqu'un va regarder votre curriculum vitae et va se demander, mon Dieu, je me demande si cette personne pourra faire le travail, je me demande qui elle est. Ce genre de stéréotype, eh bien, il faut faire attention, il faut y réfléchir tout le temps, que ce soit nous-mêmes ou bien il faut le dire à nos amis si on voit qu'ils le font. En fait, je répète, mes parents sont ma première inspiration, ce sont mes premiers modèles dans la vie. Mais vous savez, on n'a pas tous cette chance. Alors, allez-y, trouvez vos amis, trouvez en fait des pères qui pourront en fait devenir aussi des exemples. Les sœurs, Hailey et Bree, combien de temps vous a-t-il fallu pour trouver l'artiste idéal? Bon, ça a fallu 1 an pour trouver l'artiste en question, mais avant même d'avoir le premier produit, en fait, sur le site Web, ça, il a fallu à peu près 3 ans et demi pour ça. Nous avions les idées, mais ce qui nous a permis de continuer, c'est qu'il n'y avait pas de... il y avait rien qui se passait. En fait, il y avait toutes les ressources au Canada pour nous aider, mais personne ne nous aidait. Bon, même chose, notre inspiration, c'est notre famille, en fait, notre mère qui est ici à l'arrière. Ça a été notre plus grande inspiration. Elle nous a toujours, toujours soutenus. Elle ne travaille pas chez Pizza Hut. Bon, ils ont trouvé quelqu'un pour vous remplacer. On a une question qui nous arrive en ligne. Ethan de la Nouvelle-Écosse a une question pour Antoine. Pensez-vous qu'en fait, on peut utiliser la technologie pour surmonter en fait l'homophilie? Vous savez quoi? Je pense que ce qui est surprenant, c'est que lorsque l'Internet est devenu quelque chose de très gros et que tout le monde a commencé à tenir ça pour acquis. Bon, avant, c'était une nouvelle technologie assez obscure, mais l'idée, c'était que tout le monde serait branché et qu'on qu'on romprait le cycle de l'homophilie et qu'il n'y aurait plus de barrières entre les pays, entre les cultures, que vous pouviez être ami avec quelqu'un à Shanghai lorsque vous êtes à New York. Tout ceci était tout à fait nouveau et emballant. L'idée, c'est que on pensait que ça allait briser l'homophobie. Bon, pendant des années, en fait, depuis que l'Internet est arrivé, on a pensé que cette nouvelle technologie, ce serait une façon de rompre le cycle de l'homophobie. Mais la grosse surprise, c'est que c'est le contraire qui s'est produit. Et très récemment, au cours des 5 dernières années, ça, c'est un sujet duquel beaucoup de gens parlent. Bon, des choses comme le Brexit, enfin, qui a surpris tout le monde. Bon, en fait, les élections américaines ont surpris tout le monde aussi. Le processus de paix en Colombie aussi, c'est un autre exemple qui montre que les gens, finalement, sont pas tous interpellés. Oui, l'hypothèse, c'est qu'on a pensé que l'Internet connecterait tout le monde. Et c'est à nous de voir à ce que ça se passe comme ça. Mais ça dépend de la façon dont on travaille avec cette nouvelle technologie. Merci, Antoine. Je peux prendre quelques questions encore. Bon, je ne veux pas faire preuve de... je veux pas faire preuve de discrimination, là, mais finalement, je me retrouve toujours du même côté. Alors, venez, jeune fille, venez. Vous vous appelez comment? Sophie. Sophie, votre question. Quel est le plus gros échec que vous avez dû surmonter? Bon, je pose la question à tout le monde. Et j'adore votre veste ou votre blouson. Très bonne question. Alors, vous pouvez répondre tous. Le plus gros défi que vous avez eu à relever? Il y en a eu beaucoup. Il y a quelque chose qui ressort comme ayant été vraiment un gros défi. Bien, pour nous, c'est la concurrence, en fait, dans l'industrie de la mode. C'est encore un énorme défi, un gros obstacle. Alors, on essaie de s'attaquer aux défis en question, mais c'est vraiment pour nous les concurrents, la concurrence. J'aurais pensé que le plus difficile, ça aurait été de lancer le projet. Parce qu'une fois que vous avez mis sur pied l'entreprise, eh bien là, vous passez aux étapes suivantes. Et ça vient ça vient en fait tout naturellement. Mais le fait d'avoir abandonné votre poste, votre travail chez Pizza Hut, ça a dû être assez difficile. Vous vous rendez compte, en fait, que ça marche, que vous êtes en vitesse de croisière, quel que soit votre projet. Par exemple, vous voyez rien de positif pendant la première partie du parcours. Vous voyez donc le fruit de votre travail.
beaucoup plus tard. Et c'est pourquoi il faut garder la foi. Et il faut être patient, il faut être déterminé. Sadia, pour ma part, lorsque j'étais à l'école secondaire, en 12e année, la dernière année, j'ai dû prendre un cours. Mes parents se séparaient, il y avait beaucoup de violence conjugale, violence domestique, et maintenant j'en parle ouvertement. Et d'une certaine façon, il fallait que je protège ma mère de cette violence. Ça peut être assez difficile lorsque vous êtes âgé seulement de 16 ans. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de réduire le nombre de cours pour prolonger l'école d'1 an et prendre cette année-là. À l'époque, j'ai perçu ça comme un gros échec parce que tout ce que je voulais faire, c'était d'aller à l'université. Alors, j'ai réduit ma charge de travail, ma charge de cours. J'ai pris cette année, en fait, de congé. Et la première année à l'université, je ne savais absolument pas comment j'allais la payer. Et à Trinity College, à l'Université de Toronto, ils offraient donc une nouvelle bourse qui était remise à un étudiant cette première année. Et j'étais au bon moment, au bon endroit. Alors, au départ, ce que j'ai perçu comme étant un véritable échec pour moi, que je n'allais jamais atteindre mes objectifs, en fait, c'est devenu une véritable bénédiction. Alors, ce que je vous dirais, c'est qu'on ne sait jamais... En fait, je ne crois pas dans l'échec. Comme par exemple, tu as échoué, tu n'y es pas arrivé. Pour moi, l'échec, ça fait partie de votre évolution et de votre parcours. Et il faut comprendre que les échecs nous rendent toujours plus forts. Une autre question? Votre nom, Sophie. Quelle est votre question? À qui la posez-vous? J'aimerais poser une question aux sœurs Hollingways. Alors, quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux étudiants qui voudraient mettre sur pied une entreprise? Surtout si vous êtes une fille. Est-ce qu'il y a des défis supplémentaires lorsque vous êtes une fille, une femme? Le fait d'être une fille, une femme, bon, ben, alors, on essaie de ne pas trop y penser. Oui, il y a eu des défis ici et là qui se sont posés parce qu'on était des filles, mais on avait un très bon système de soutien. Alors, il s'agit d'aller chercher des opportunités, les programmes accélérés qui s'offrent, par exemple, essayer de vous porter candidate. Les ressources sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vous aider. Oui, il y a beaucoup d'aides qui existent, en fait. Il y a tellement de gens qui étaient prêts à nous donner des conseils et à nous aider de toutes sortes de façons. Alors, allez chercher. On n'a pas nécessairement de formation en affaires, mais est-ce que ça fait partie de vos projets? Moi, je suis allée en kinésiologie. Alors, non, vraiment, je n'avais pas de formation en affaires. Alors, on a dû se débrouiller toute seule. Alors, c'est ce qu'on fait. On se débrouille. On continue de se débrouiller. Une question pour vous. Bon, la question le fait d'être sœur, là, comment ça marche? Parce que c'est pas facile. Ça va entre vous deux, là? Vous vous entendez? La plupart du temps, on s'entend bien. Bon, on a nos petites chicanes de sœurs, bien sûr, de temps à autre. Oh, souvent, dit la grande sœur. Et puis ensuite, on se rabiboche. Mais on ne vit plus ensemble. Alors ça a beaucoup amélioré la situation, amélioré notre vie. On a d'autres questions qui nous arrivent des gens qui sont en ligne. Une question de Paul. Il aimerait poser une question à Mélanie Rose. Comment est-ce que les jeunes Canadiens qui voudraient faire la différence dans leur communauté, par où doivent-ils commencer? Tout d'abord, essayez de savoir ce que vous voulez faire. En fait, quelle est votre passion? Quel est votre rêve? Un des obstacles auxquels j'étais confrontée, c'est que j'étais très jeune lorsque j'ai identifié ma passion. J'avais 16 ans. J'avais l'air de 12 ans. Et là, finalement, j'ai 20 ans, j'ai l'air de 16 ans. Très souvent, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Alors, quelqu'un qui veut mettre sur pied son propre programme ou commencer sa propre organisation en but non lucratif, faites votre possible, soyez confiant en vous-même, parce que, comme vous l'avez dit, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, mais il faut trouver ces personnes-là. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ces gens-là. Bon, ça c'est quelque chose que Beyoncé aurait pu dire. Ne laissez personne vous arrêter. Là, le temps nous arrête. Le temps file. J'aimerais remercier Sadia, Antoine, Brie et Haley et Mélanie Rose. On les applaudit chaleureusement. Merci à vous tous et toutes. Merci aux gens qui sont en ligne et qui nous regardent. Et j'espère que vous retiendrez tous ces messages. Je suis certain que les autres questions étaient très bonnes aussi. Je m'excuse, nous n'avons plus de temps. Mais j'espère que vous rentrerez chez vous avec des messages importants. Merci beaucoup. Just before you leave, if we could please... Avant de quitter la salle, j'aimerais que Brath, Vanita, Tarnid et Gordon
viennent sur la scène pour remercier ces conférenciers et conférencières très bon, magnifique. On leur remet un petit gage de notre reconnaissance. Ensuite, il faudrait applaudir encore une fois Grégory Charles, qui a été le modérateur de la séance de cet après-midi. Okay, thanks, guys. Thank you. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Thanks again. Thank you. Thanks. It's fascinating. Oh, we'll get them to them. Go to them. No problem. Alors, nous sommes maintenant rendus à notre dernière séance. Nous avons la possibilité de discuter des idées qui ont été exprimées dans le cadre de notre événement aujourd'hui. Lors de chaque atelier, une personne a été choisie pour être porte-parole de son groupe. Nous invitons donc les jeunes qui ont été choisis à monter sur scène. So we'd like to invite the Nous aimerions inviter les jeunes qui ont été choisis dans les petits groupes qui ont été choisis pour être porte-parole. On aimerait que vous veniez sur la scène pour présenter le résultat de vos discussions. We'll also go through some online comments as well, as some folks have. Alors, il y a des gens qui sont en ligne aussi et qui nous ont envoyé une rétroaction, en fait, leur réflexion. Okay, so we're going to start with the On commence par la première équipe, le premier groupe. Le premier groupe? L'identité du Canada est bonne grâce au respect qu'il démontre à travers le monde. La sécurité qui y règne permet aussi au Canada de paraître crédible dans les conflits armés internationaux. Le fait de participer à des forums comme ceux-ci permet aussi de voir ce que pensent les jeunes Canadiens de ce si beau pays qu'est le Canada. De par le monde, le Canada est aussi connu pour les valeurs qu'il véhicule, mais aussi, d'un point de vue plus économique, des ressources naturelles qu'il dispose et des énergies renouvelables. Toujours dans les énergies renouvelables, le Canada est un incontournable et doit le rester. Il devrait aussi faire plus dans certaines déviances des droits humains sur la scène internationale, notamment dans le conflit israélo-palestinien. Le Canada a aussi une bonne influence dans le domaine écologique en participant activement aux accords conclus par de nombreux homologues étrangers. Pour beaucoup, la jeunesse n'est pas prête pour prendre la relève, entre autres parce que le système scolaire est en général le même depuis la décennie 60 et n'a que peu changé alors que la technologie a pris une place majeure dans le quotidien des jeunes. Il a aussi été question de concerter plus souvent les jeunes, comme aujourd'hui, pour certaines situations. Nous avons dit, comme Charles de Gaulle avant nous, que la véritable école du commandement est la culture générale et que les jeunes devaient avoir accès à cette culture générale. La jeunesse devrait être plus au courant de l'actualité régionale, provinciale, fédérale et internationale, ce qui leur permettrait de développer leur jugement critique pour réagir correctement aux situations auxquelles ils seront confrontés. J'aimerais conclure en disant « Vive le Canada et vive la jeunesse ». Hassim Bedjaoui. Bedjaoui. Vous voulez que je vous l'écrive? Non, je sais. Alors, merci beaucoup, Hassim Bedjaoui.
So we're gonna go with the second team, group 2. On passe maintenant au deuxième groupe. Bon après-midi, je m'appelle Reese Watson. Je viens de Puerto Rico, étudiant secondaire du Yukon. L'identité canadienne, l'image canadienne. Alors, nous, on a discuté de ça au sein de notre groupe, le groupe 2. Le Canada. Pourquoi parler seulement du Canada? Le Canada, c'est un grand pays et a une grande superficie, mais je ne pense pas que cela soit aussi important que la grandeur de notre cœur. Au Canada, nous représentons la diversité, nous représentons l'égalité et l'équité. Toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là sont étonnantes. On est connu pour ça. Bon, levez la main ceux parmi vous qui se sont rendus à l'étranger, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Et je suis sûre que lorsque vous êtes là, vous pouvez voir à quel point les Canadiens sont bien traités par la population locale. Il les traite tellement bien que vous pouvez voir, en fait, des Américains qui essaient de se faire passer pour des Canadiens avec une feuille d'érable. Le Canada, notre neutralité, notre diversité et notre gentillesse. Maintenant, ce que nous devons faire pour apporter notre contribution à un monde meilleur. Nous sommes déjà un formidable pays, mais pour ce qui est de l'amélioration, on peut toujours s'améliorer. Vous avez entendu parler de la crise des réfugiés syriens et je pense que ce que le Canada pourrait faire mieux à cet égard, ce serait d'aider à les jeunes à se tourner, en fait, vers les grands enjeux, comme par exemple la crise des réfugiés. Et je pense que, comme Canadiens, nous pourrions améliorer, faire en sorte que les jeunes aient un meilleur mode de vie. On pourrait contribuer à faire croître le mode de vie actif, le mode de vie sain, et ce, pour tous les Canadiens à travers le Canada. Maintenant, les jeunes, il nous faut être prêts pour l'avenir. Ça, je le dis tout le temps. Les jeunes sont l'avenir de chaque génération. Ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. En tant que jeunes gens et jeunes filles, j'aimerais que vous imaginiez le monde que vous voudriez voir. Qu'est-ce que vous changeriez pour le mieux? Et il s'agit de préparer les jeunes à faire face à cette question. Je pense qu'il faudrait améliorer le système d'éducation, qui est ce dont nous avons discuté surtout dans le groupe 2. Pour l'éducation, on a dit qu'il ne s'agissait pas simplement de maintenir, en fait, les valeurs traditionnelles, la salle de classe et un tableau noir. Il faudrait améliorer l'introduction des technologies dans les classes. Bon, j'aimerais que l'on ait un système d'éducation qui nous permettra d'en apprendre sur d'autres cultures, en apprendre plus sur les problèmes et les enjeux mondiaux, apprendre comment nous attaquer à ces problèmes, les régler, et comment on pourrait, en fait, être plus amicaux avec d'autres nations du monde. Maintenant, pour préparer un monde meilleur, ou pour préparer les jeunes à faire un monde meilleur, il faut non seulement dépendre des médias sociaux, mais il faut en apprendre concernant les différents enjeux à l'échelle individuelle. Les échanges nationaux, internationaux. Moi, à travers cette expérience de Forum 150, j'en ai tellement appris. Les gens m'ont beaucoup inspiré quand est-ce qu'il faut faire. Et ça nous permet, en fait, d'en apprendre plus sur les enjeux et de comment les régler. Je pense que les échanges internationaux, le fait d'en apprendre sur la culture des autres peuples, ceci va nous aider à construire un monde meilleur. Afin d'aider les autres, vous devez aussi vous aider vous-même. Au Canada, j'estime que les provinces sont séparées par leur propre identité, ce qui crée donc une identité nationale ou canadienne unique. En rejoignant cette identité canadienne, cela nous permettra de créer une identité mondiale où tout le monde se sentira bien accueilli. Politiquement, socialement, économiquement, nous pourrons croître ensemble en tant qu'un seul ou en tant qu'un. Thank you, Group 2. Merci, le porte-parole du groupe 2. Ça vous va, en fait, si je lis un commentaire de quelqu'un qui est en ligne? Alors, je vais lire une réponse à la question, à la deuxième question.
alors que les municipalités canadiennes ont des initiatives pour maintenir la durabilité, je pense que le Canada devrait jouer un rôle plus actif pour ce qui est de maintenir cette espèce durable. Notre pays est le deuxième plus grand pays au monde pour ce qui est de sa superficie. Il est composé de 15 écozones. Il faut absolument qu'il devienne un chef de ville pour ce qui est de la durabilité environnementale, parce que les décisions que nous prenons ont un impact sur le monde entier, et c'est un fait scientifique. Et il faut absolument... le Canada est reconnu comme étant l'un des pays les plus développés au monde, et d'autres nous regardent pour voir comment on peut arriver à une société qui offre le mieux à ses citoyens. Et toutes les mesures que l'on prendra sur l'environnement aura une influence sur les autres et aura certainement une incidence, un impact sur notre planète. Mais je pense que le fait de nous attaquer au problème du changement climatique, bien, il faut que ça commence du bas vers le haut. Si la société, en fait, parle beaucoup d'un problème auquel il va s'attaquer, les entreprises et le gouvernement devront suivre. Alors, il faut absolument que les gens de la base donnent l'exemple aux autres peuples, surtout pour ceux qui sont assujettis à la corruption et à l'inégalité. Le Canada doit démontrer que chaque citoyen de pays a une voix qui doit être entendue. Ce commentaire nous venait de Paz Shear. Et merci beaucoup de ce commentaire. Et alors, on attend donc les soumissions des gens en ligne. Et entre-temps, on va entendre la porte-parole du groupe 3. Bonjour. Alors, moi, j'étais dans le groupe 3. Et nous avons parlé... En fait, pour la première question, nous avons parlé de ce que le Canada... alors, on a parlé de l'identité mondiale du Canada. La plupart des gens parlent du respect. C'est ça que leur inspire le Canada. Oui, soyez polis. Lorsqu'on va à l'étranger, bon, et lorsqu'on dit qu'on est Canadien, les gens disent « Ah oui, le Canada ». Les gens nous respectent et ils veulent nous parler. Ils sont sociables, ils s'ouvrent. Lorsque nous pensons à ce que le Canada pourrait faire de plus, la plupart des gens disent « On pourrait faire des choses ici, on pourrait aider nos gens ici, parce qu'il y a des itinérants qui ont besoin d'une maison, qui ont besoin d'un toit. Il y a des gens à l'étranger, dans d'autres pays, qui ont aussi besoin d'un toit. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment aussi d'aliments, ils n'ont pas assez de nourriture, quelquefois ils n'ont même pas assez d'eau. La troisième question dont nous avons discuté dans notre groupe, bon, les gens estiment qu'ils ne sont pas suffisamment préparés pour participer au monde qui nous entoure. Dans notre école, nos enseignants en parlent beaucoup de notre rôle à l'échelle mondiale. Et je pense que les enseignants vont en parler de plus en plus à l'avenir. Et pour ce qui est de la dernière question dont nous avons discuté, on a parlé de bénévolat et de la façon dont on pourrait aider les gens. Je pense que si on faisait ça, ça serait notre contribution à un monde meilleur. On ne peut jamais en faire trop pour aider les gens. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour se prêter main forte. À mon école et autour de moi, donc je fais du bénévolat. Et il y a des gens qui en font aussi dans mon école. Par exemple, à l'époque de Noël, on organise une guignolée.
on recueille de la nourriture pour les gens qui n'en ont pas assez, pour un dîner de Noël. Merci. Thank you, Group 3. Group 4. Le groupe numéro 4. Bon après-midi. Je m'appelle Angela. Je vais au district de Napanee, école secondaire. Dans mon groupe, on a parlé de beaucoup de choses, mais on a parlé de 2 thèmes majeurs qu'on aimerait partager avec vous. Premier thème, ça a été la nourriture. Bon, la nourriture à l'échelle mondiale, à savoir comment on pourrait plus parler du manque de nourriture, en fait, dans les écoles. Bon, il faudrait éduquer les gens ce qui a trait à la nutrition. Nous, on a une serre dans notre école, mais on ne met que des fleurs dedans, pas d'aliments. Alors, on a pensé que on pourrait demander à la commission scolaire si on pourrait avoir un cours où on nous apprendrait comment faire pousser les aliments et comment le cuire aussi. Donc, ça serait, on pourrait se former sur le tas pour ce qui est de planter des aliments et faire la cuisine. Il y a beaucoup de gens à notre école qui aiment juste l'aspect cuisine, préparation des aliments. Alors, on a pensé qu'on pourrait améliorer ça. On a aussi parlé de nous enseigner des choses au sujet de la nourriture. Par exemple, quels sont les ingrédients qui vont dans nos aliments, d'où viennent nos aliments et comment, en fait, faire pousser les aliments comme il faut. Et on a parlé du fait qu'on pourrait faire des vidéos sur la façon, en fait, de faire croître des aliments. On pourrait mettre ça sur les médias sociaux. On a aussi parlé de la façon dont les Canadiens, pas tous les Canadiens, mais plusieurs d'entre nous, en fait, tiennent pour acquis le fait d'avoir des aliments sur la table et qu'il y a beaucoup de gaspillage de nourriture. Si on ne mange pas tout notre souper, eh bien, on jette le reste à la poubelle. Alors, on a pensé à la façon dont on pourrait prendre la nourriture qu'on ne va pas manger et qu'est-ce qu'on pourrait en faire? À qui est-ce qu'on pourrait le donner pour que ceux qui n'ont pas assez de nourriture puissent jouir de la nôtre au lieu, en fait, de prendre ce qui nous reste dans notre assiette et de jeter ça à la poubelle. Deuxième thème, on a parlé de voyage. On a parlé des aspects positifs du voyage et des problèmes aussi. Alors, les problèmes, c'est le coût. Les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour prendre le bateau, le train ou l'avion. Il faut avoir la permission du gouvernement. Dans quelques pays, vous n'avez pas le droit de sortir de votre pays. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Vous êtes pris chez vous et c'est très malheureux parce que les gens vous disent, bon, regarde ce que moi j'ai vu lors de mes voyages. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer. Et ainsi, ils ne comprennent pas tout ce que ça comporte, les déplacements. L'idée, c'est de vous rendre dans les pays en question et de voir ça. Et là, à ce moment-là, vous allez comprendre la situation et vous pourriez faire quelque chose pour l'améliorer. Il y a des pays où il n'y a pas d'avion, de train. Bon, alors, les gens ne peuvent même pas se déplacer, même s'ils le voulaient. Et ensuite, les aspects positifs du voyage, cependant. Ça vous permet de participer au monde autour de vous. Ça vous permet de voir la pauvreté et de voir tout ce que l'on pourrait peut-être changer. Et peut-être que ça nous inciterait à nous rendre dans ces pays et à essayer, en fait, de changer les choses. Si, on va maintenant passer au groupe 5. Hi, everyone. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Zoe Morgan, je viens de Nouvelle-Écosse et je suis vraiment tellement contente d'être entourée de gens tellement passionnés à qui l'avenir du Canada tient à cœur. Alors, la place qu'occupe le Canada au monde.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au Canada et à l'esprit d'autres lorsqu'ils pensent au Canada? Eh bien, le Canada, c'est beaucoup plus que le Blue Nose, le hockey, les castors et le sirop d'érable. Le Canada est un pays avec une si forte diversité, diversité de la population et du paysage. Pensez-y, il y a les maritimes, les prairies, les rocheuses. Il y a tellement de choses formidables dans notre pays. Et le 150e anniversaire est un moment parfaitement choisi pour nous réunir et pour parler des opportunités dont jouissent les Canadiens. Donc, dans le 5e groupe, le groupe 5, nous avons mis l'accent sur toutes sortes de sujets, le multiculturalisme, l'enseignement, l'éducation et le fait de se trouver une cause, d'y rester fidèle et d'y consacrer ses passions. D'abord, le multiculturalisme. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays très divers. Nous avons tellement d'atouts, tellement d'avantages, et nous avons un si grand nombre de gens, et j'adore voir comment les gens s'entendent si bien. Nous sommes tous différents, mais nous nous entendons. Et nous nous acceptons les uns les autres. Mais ça peut être un problème. Il y a un problème parce que parfois, la diversité peut provoquer des conflits. Mais nous continuons de travailler à surmonter ces conflits. Nous pouvons changer la situation parce que si nous acceptons nos différences, si nous célébrons nos différences, nous pouvons créer de la synergie et réaliser tellement plus. Nous avons également parlé de notre système éducatif. Je sais qu'il est loin d'être parfait. Et à mon avis, il a besoin d'être rénové. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le changer pour le meilleur. On nous apprend, notre système d'enseignement nous apprend à être des travailleurs et ne pas mettre l'accent sur la créativité. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour changer cette situation. Nous pouvons mettre l'accent sur l'amélioration de nous, chacun de nous individuellement. Et nous pouvons également mettre l'accent sur les choses dont nous avons besoin pour aller sur la scène internationale et contribuer ce que nous avons au monde. Ensuite, nous avons parlé de nos passions. Je suis convaincue que vous tous, nous tous, avons notre propre passion, ce qui nous anime, ce qui nous fait nous lever le matin avec plaisir. Et nous avons tous tellement à contribuer au monde. Parfois, il est difficile de trouver une passion, de se trouver une voie. Mais si l'on met à l'épreuve telle ou telle chose, à la longue, on va finir par trouver son chemin, à condition de ne pas abandonner. Je ne sais pas encore si j'ai trouvé ma passion dans la vie. Mais si nous faisons tous quelque chose que nous aimons, nous pouvons tous être comblés, heureux, contents, satisfaits de notre vie. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Nous avons parlé d'un si grand nombre de choses et il est impossible de tout passer en revue dans un seul forum, mais tout le monde a sa propre étincelle, sa propre passion. Et si nous profitons au maximum de cela, nous allons pouvoir agir. On ne peut pas tout couvrir, bien sûr, mais si nous rentrons tous chez nous ce soir avec un plan et en nous fixant des objectifs, alors nous allons pouvoir faire tant de plus, tellement de plus. Je ne veux pas que vous oubliez tout cela lorsque vous rentrez à la maison, parce qu'il ne suffit pas d'y réfléchir, il faut également agir. Il faut aller faire quelque chose, faire beaucoup de choses. Après quoi, le Canada deviendra un meilleur pays. Je suis très fière de vivre au Canada. Je crois en effet qu'il s'agit d'un des meilleurs pays au monde où vivre. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce forum. Montréal est une si belle ville. Merci énormément. Merci, groupe 5. Une dernière question en ligne, ensuite les groupes 6 et 7. Une réponse au groupe 4 qui nous vient de Hélène. Je ne pense pas qu'on puisse aider les autres avant de s'aider soi-même. Heureusement, le Canada n'a pas énormément de problèmes et nous pouvons aider le monde en donnant l'exemple, en étant des chefs de file. Et je pense qu'il y a 4 choses que l'on peut travailler. Les relations avec les Autochtones, aider les itinérants, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et éliminer la stigmatisation de la santé, des problèmes de santé mentale et la communauté LGBTQ. Corriger nos erreurs vis-à-vis de la population autochtone, ce serait le meilleur message à véhiculer au monde, c'est-à-dire avouer nos erreurs. Tout le monde fait des erreurs, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce que nous faisons pour corriger l'erreur, c'est ça qui compte. On nous apprend à l'école. On nous a appris à l'école
ce que nous avons fait. Et l'avenir semble prometteur, mais il y a des façons d'aider les populations autochtones à réaliser leurs objectifs plus rapidement. Souvent, nous détournons des itinérants dans les grandes villes du Canada, mais il est possible de mettre fin à l'itinérance. Il y a des choses que l'on peut faire, et comme Daniel l'a dit ce matin, plus tôt nous dirons « ça suffit », plus tôt nous ferons la première étape, plus tôt nous pourrons résoudre ces problèmes. Les questions de pauvreté, souvent, sont enlisées dans un cycle, mais je crois qu'avec une bonne action, tout le monde peut rompre ce cycle. Troisièmement, le développement durable. Tous les jours, nous voyons de plus en plus d'initiatives vertes, éco-responsables, ce qui est merveilleux, mais plus il y aura d'entreprises qui travailleront cela, eh bien, et plus tôt les Canadiens tiendront compte des répercussions environnementales de leurs actions, plus nous aurons la chance de vivre de façon durable sur Terre et d'inspirer d'autres à adopter ce mode de vie éco-responsable. Et comme ça, nous n'avons pas besoin d'entendre parler de bijoux naturels qui disparaissent en raison de notre action. Nous pouvons au contraire les protéger et partager cette beauté avec tous les visiteurs au Canada. Et finalement, la lutte contre la stigmatisation. Je suis fière qu'il y ait de plus en plus de discussions au sujet de ces questions, parce que la première étape vers la résolution, c'est la reconnaissance du problème. Nous sommes connus pour notre diversité, notre multiculturalisme, et si nous pouvons faire passer le message de l'amour et de l'acceptation de toute personne humaine, quelle que soit son identité, je pense que nous nous serons rapprochés de la paix au monde et nous aurons diminué la haine. Il faut accueillir et accepter les différences plutôt que les éviter. Nous devons apprendre à interagir avec des groupes de personnes. Sinon, il y aura ségrégation et aucune unité au sein du Canada. Il y a toujours plus que l'on peut faire, mais chaque petit geste aide. Il est difficile de visualiser les effets de ce que nous faisons, mais je vous assure qu'avec l'aide des médias sociaux, ce que nous faisons au Canada contribuera au monde parce que tout le monde verra ces gestes. Merci à Elaine. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont participé en ligne. On les applaudit, après quoi on en arrive au prochain groupe. Hi, my name is Sean Thorne and I'm from Mississauga. Je suis Sean Thorne et je viens de Mississauga en Ontario. Bonjour Sean. Au groupe 6, nous avons examiné des sujets très variés, mais qui avaient tous un point commun, à savoir l'amélioration par l'action gouvernementale et surtout par l'éducation. Il y a des domaines où le Canada n'agit pas suffisamment, et notamment la participation aux Nations unies et le maintien de la paix. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'il faut augmenter notre participation à la réalisation du mandat de l'ONU. Ensuite, le féminisme. Nous reconnaissons l'égalité, nous sommes militants pour les droits des femmes et nous pensons qu'il n'y a pas suffisamment de représentation féminine au Parlement canadien. Seulement 26% des députés canadiens sont femmes et nous pensons qu'il est important d'encourager les jeunes Canadiennes à se présenter en politique. Ensuite, nous avons parlé de l'itinérance. Nous avons dit qu'il est important que les gouvernements trouvent une solution à ce problème, surtout dans un pays aussi froid que le Canada. Ensuite, ressources naturelles. Nous avons une abondance de ressources naturelles et nous avons surtout évoqué l'eau, les ressources aquatiques. L'eau potable deviendra un atout mondial et donc il est important que nous protégions nos ressources pour veiller à une responsabilisation environnementale et fiscale, financière. Ensuite, autre domaine où le Canadien n'en fait pas suffisamment, c'est les problèmes des populations autochtones. Il y a beaucoup de problèmes dans le Grand Nord, notamment le taux de suicide. Et oui, il y a eu la Commission de la réconciliation et de la vérité et nous avons reconnu les crimes commis de par le passé, mais nous n'avons toujours pas fait suffisamment de choses pour corriger ces problèmes. Maintenant, pour ce qui est de ce que nous pouvons faire sur le plan d'éducation, certains voulaient davantage de formation en métier, davantage de formation spécialisée au secondaire, mais ensuite on a parlé de l'automatisation et c'est un dossier qui m'intéresse parce que ça fait partie de mon projet de soumission pour participer au forum. Et nous avons constaté que l'automatisation va éliminer énormément d'emplois et qu'il faut donc mettre l'accent sur la technologie dans l'éducation. Et puisqu'on parle d'automatisation, nous avons brièvement discuté d'un revenu universel. Ensuite a suivi un sujet très controversé, à savoir l'assimilation et l'ethnicité au Canada.
nous nous sommes demandé si l'assimilation est imposée par la société canadienne à ces minorités. Et on a pensé que l'identité canadienne est quelque chose qui est imposé aux minorités et que le patrimoine, les cultures d'autres pays sont souvent relégués aux oubliettes. La discussion s'est terminée avant qu'on ait pu trouver une conclusion, mais nous avons poursuivi la discussion dans l'exhibit Aga Khan pour questionner la mesure dans laquelle les nouveaux immigrants devraient s'intégrer à la société canadienne. C'était un sujet épineux, donc aucune conclusion définitive n'a été tirée, mais néanmoins, c'était une bonne note de conclusion, parce que quelle que soit votre position sur le débat, c'était un bon rappel que cette mosaïque culturelle, cette société multiculturelle dont nous devrions tous être si fiers, est en réalité quelque chose de fragile, quelque chose que nous allons devoir défendre avec une collaboration, un travail d'équipe soutenu. Surtout, nous, la génération montante de Canadiens. Merci beaucoup. Merci. On invite le dernier groupe. So, group 7. Le groupe 7, c'est à votre tour. So, hello, my name is... Bonjour, je m'appelle Jade. Je viens de l'école secondaire Journey à Montréal. Je représente le groupe 7. On commence par... on est connu pourquoi dans le pays? Parce que c'est une terre d'opportunités en santé, en éducation, pour les emplois et pour d'autres raisons. Nous sommes amicaux et nous accueillons les immigrants. Nous représentons la liberté. Nous sommes aussi très divers. On a parlé de religion, de culture et d'ethnicité. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu pour le Canada. Quelque chose qui nous représente bien. On a aussi d'excellentes relations avec les autres pays et avec les gens qui nous entourent. Tous ceux qui connaissent les Canadiens savent que nous sommes des gens gentils et ouverts. Pour la deuxième question, à savoir que pouvons-nous faire pour améliorer notre pays, c'est de commencer à l'échelle locale et ensuite aller vers d'autres niveaux. On peut identifier nos forces, ça, on est bon pour ça. On est certainement bon pour résoudre les conflits et on accepte aussi les autres cultures. On s'assure que tout le monde se sent bien inclus et nous sommes, encore une fois, je le répète, des gens très gentils. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On peut toujours commencer par le bas vers le haut, c'est-à-dire aider les gens dans notre communauté, aider avec les refuges, pour les itinérants, faire du bénévolat. C'est toujours bon de tendre la main et nous pouvons tous le faire, chacun et chacune d'entre nous. Alors, comment pouvons-nous apporter notre contribution au monde? Tout d'abord, nous avons toutes les ressources et tout ce que nous avons à notre disposition pour créer un monde plus accueillant. Il faut simplement enseigner les enfants à savoir comment utiliser notre technologie pour créer un avenir meilleur au Canada. La dernière chose que nous avons abordée, c'est est-ce que les jeunes pourront faire plus ici au Canada pour appuyer leur communauté et, ce faisant, contribuer à la construction d'un monde meilleur. Tout d'abord, si on fait du travail communautaire, ça peut devenir un hobby quotidien. Pour la majorité d'entre nous, en tant qu'enfants, on était encouragés à faire du sport ou à faire la cuisine ou bien à entrer dans les guides. Toutes des activités qui nous aident. Mais pour ma part, personnellement, on ne nous a jamais encouragés à faire du travail communautaire. Alors, lorsqu'on est enfant, aider un enfant à aider, apprendre un enfant à aider les autres, eh bien, toutes les petites tâches que l'on peut faire pour les autres, ça peut améliorer le sort de ceux qui vous entourent. Alors n'oubliez pas, en fait, de commencer par la communauté et monter ensuite. N'hésitez pas, faites ce que vous pouvez faire. N'attendez jamais au lendemain pour faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Sinon, demain ne viendra jamais. Conclut la période des jeunes. Merci beaucoup. C'était vraiment très inspirant de vous entendre. No, it's you. It's you. Okay. This, right? Yeah, but... No? Okay, are you sure? Okay. We are almost finished here. There's a few things that we need to do
and a few things that you need to know before we wrap up today's forum. First of all, can we please give TD Bank Group, Great West Life, the McCain Foundation, WestJet, Experiences Canada, and all of our sponsors one huge round of applause for making today possible. We have two more things for you to do before you leave. Firstly, we are going to be handing out evaluation forms. Yeah, they're coming around. For those of you that have participated online, a link to the evaluation survey will be posted at the end of the session and another one forwarded to your email. We would kindly ask that you please take the time to fill out these evaluation forms. Our funders at the Department of Canadian Heritage value the opinion and feedback of participants in the programs that they support. And your active input will help to ensure more youth-led events and opportunities like this one here will happen in the future, and we will continue to make them better. Nous sommes en train de distribuer des formulaires d'évaluation à propos de la journée d'aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui participent en ligne, il va y avoir également un lien de sondage qui va vous être envoyé sur votre adresse courriel. Et pour ceux qui sont dans la salle avec nous, on apprécierait vraiment que vous preniez le temps de répondre au court sondage. Deuxièmement, nous avons également besoin de votre aide afin de décider qui sera choisi pour se rendre à Ottawa. Vous pouvez voter pour vous-même, mais vous pouvez aussi voter pour quelqu'un d'autre. Par contre, seulement un vote. Pour ceux et celles qui participent en ligne, on ne vous oublie pas, vous allez également recevoir un lien pour voter. Okay, if we can just have your attention for Est-ce que je pourrais avoir votre attention pendant encore quelques instants? Ensuite, nous faisons circuler un bulletin de vote. Vous pouvez... Bon, les participants ici, sur place, peuvent voter jusqu'à 3 fois. Et les participants en ligne peuvent voter 3 fois pour la personne que vous voulez élire pour vous représenter lors du Forum national d'Ottawa qui va se tenir en juin. Vos votes ainsi que la rétroaction des bénévoles, des éducateurs et du personnel du programme décideront de la sélection définitive des 37 jeunes participants qui vous représenteront donc le Forum de Montréal. Nous aviserons les candidats gagnants d'ici 4 semaines. Veuillez compléter le sondage et les bulletins de vote avant de partir et nous les ramasserons à la sortie. Donc, je souhaite simplement rappeler que les jeunes âgés de 14 à 19 ans ont encore 2 autres possibilités d'être sélectionnés pour s'en rendre à Ottawa, tout simplement en participant au prochain Forum jeunesse qui auront lieu à Halifax le 16 mai et à Winnipeg le 25 mai. Rendez-vous sur le site d'expériencecanada.ca/150 pour connaître tous les détails concernant les conférenciers et les heures de diffusion en direct sur le web. We're one more thing. Okay. Thank you for your tremendous. Merci de votre participation très engagée aujourd'hui. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il y a encore 2 autres forums jeunesse qui se tiendront, comme on vous l'a expliqué, le 16 mai à Halifax et le 25 mai à Winnipeg, ce qui vous permettra d'avoir 2 autres occasions d'être représentant au Forum national à Ottawa. Vous pourrez y participer en personne ou en ligne. Mais que vous vous rendiez à Ottawa ou non, c'est presque fini. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, vous demander un petit peu de silence? C'est presque fini. Alors, que vous vous rendiez à Ottawa ou non, soyez fiers du rôle que vous avez joué ici aujourd'hui. Votre voix compte et vos gestes font une différence, changent la façon dont le Canada perçoit le monde et dont le Canada est perçu par le monde. Merci.
Alors, ceci conclut le forum. Merci tout le monde pour votre participation. C'était vraiment inspirant de vous voir tous et toutes et de vous entendre discuter de la place du Canada dans le monde. J'espère que vous allez continuer à avoir ce type de discussion de retour à la maison et dans vos communautés. Plus que tout, continuez à faire entendre votre voix et vous avez toutes les raisons d'être très fiers de vous pour le rôle que vous avez joué aujourd'hui à Montréal. Merci également aux jeunes des écoles de Montréal qui sont venus participer. Votre présence est vraiment appréciée. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir à Ottawa. Merci.